Donc, je me présente déjà pour commencer. Je m'appelle Sylvain, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Lyon. Et avec les collègues de l'ALTE 69, l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, on co-anime l'espace info énergie Rhône Métropole de Lyon. Et je vous présenterai un petit peu en détail ce service qui est financé par l'ADEME, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par un certain nombre de collectivités locales. Donc, pendant le confinement, il y a à peu près une dizaine de semaines, puisqu'on a fait mardi la 10e confinée, donc des webinaires plutôt en format conférence. On avait décidé, pour pallier le fait qu'on puisse plus voir de gens en face à face, de continuer quand même à faire des événements en webinaire et pour que nos collègues conseillers puissent continuer à travailler en télétravail. Donc, on a fait 10 conférences et puis à l'ALEC, on a décidé aussi de faire des visites de sites, plus exactement de retourner sur des sites qu'on avait visités il y a quelques années, à la fois parce que du coup, il y a des gens qui peuvent être en phase projet aujourd'hui qui n'étaient pas forcément à l'époque, et puis aussi pour bénéficier éventuellement d'un petit retour d'usage, voir justement pendant ces années, depuis que les bâtiments ont été rénovés ou construits, comment les usagers ont vécu à l'intérieur. Donc, je te laisse passer la suivante. Les consignes, c'est que normalement, les micros et les caméras des participants sont coupés au démarrage et les questions donc, sont à poser sur le chat. Vous avez un onglet Converser en bas de l'outil Zoom. Que, comme je vous l'ai dit, la session elle est enregistrée et le replay sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Aujourd'hui, 2 intervenants, surtout une d'ailleurs. Donc Audrey, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour, Audrey Giquel. Je vis donc au Choulan, donc un habitat participatif au nord de Lyon, à Saint-Germain-Mont-d'Or, depuis 8 ans, presque 8 ans. J'étais à l'initiative de ce projet et voilà, j'y suis encore. C'est plutôt agréable. Et depuis 2 ans maintenant, je suis accompagnatrice de groupe au sein d'Habitat et Partage. Voilà, parce que j'ai eu envie de professionnaliser tout ce que j'avais pu apprendre au sein de ce projet au départ personnel. Donc, je me suis formée à plein d'outils d'intelligence collective, permaculture, gouvernance partagée, etc. Et voilà, c'est des choses que je fais maintenant en accompagnant des groupes. Voilà, je suis également autrice d'un livre qui s'appelle Les clés de l'habitat participatif, qui est sorti début mars. Voilà. Et on peut dire aussi, puisque c'est là qu'on s'est connu, qu'il Oui. y a quelques années, on travaillait à quelques bureaux d'écart, à peu près sur les mêmes thématiques, puisque tu as travaillé à Espul. Et donc, le côté énergie, ça te parle aussi et tu connais bien. Voilà, j'étais conseillère info énergie et je faisais le clown comme Sylvain le fait maintenant. Voilà, tout à fait. Eh bien, donc, puisqu'on parle de clown, donc moi je suis Sylvain, je suis en charge de l'événementiel au sein de l'Agence locale de l'énergie. J'y travaille depuis la création de l'agence il y a une vingtaine d'années. Et donc, mon rôle, quand on n'est pas en confinement, c'est d'organiser des stands sur des foires, des salons, des journées de développement durable, des ciné-débats, des conférences, des ateliers, des visites de sites en vrai. Donc, vous imaginez bien que le début du confinement, pour moi, a été pas très productif, mais heureusement, on a quelques outils Internet qui nous permettent de pouvoir nous retrouver et de pouvoir échanger sur les sujets qui nous concernent. On va passer à la suivante pour la présentation donc là, du programme. Donc, je dirais un petit peu qui on est au niveau du service Espace Info Énergie. En quelques mots, le dispositif EcoRénov, même si cette rénovation n'en a pas bénéficié puisqu'elle était antérieure au dispositif. On verra le superbe film que Audrey nous a réalisé il y a un jour ou deux à peu près. On parlera un petit peu des aspects techniques et financiers du projet. On verra l'évolution du projet en images. Quelque chose qui est très important sur ce type d'habitat, l'habitat partagé, c'est le côté vivre ensemble. C'est comment on arrive à faire en sorte de mettre des familles dans des bâtiments proches et voir les mêmes bâtiments et que tout se passe bien de façon durable. Et donc, Audrey, ça vous expliquera, puisqu'elle est vraiment spécialisée là-dedans. Un retour donc d'expérience après 8 années, puisque sur la métropole, je pense que ça doit vraiment être un des plus anciens. C'est déjà un des rares projets d'habitat partagé. Je ne sais pas si c'est le plus ancien. En tout cas, il ne doit pas y en avoir beaucoup, en tout cas, qui aient 8 ans de retour d'expérience.
Et puis donc, on prendra vos questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet Converser au fil de l'avancée du diaporama, mais on y répondra plutôt à la fin quand même. Mais du coup, si vous posez vos questions au fur et à mesure que ça vous vient en tête, ça nous fera un petit matelas de questions à pouvoir poser à Audrey à la fin de son intervention. Je voudrais juste faire une petite rectification. On ne parle pas d'habitat partagé, mais d'habitat participatif. Et c'est le terme qui a été défini dans la loi Allure en 2014 et qui du coup définit des citoyens qui se réunissent pour imaginer, concevoir et créer leur logement et ensuite le gérer ensemble. Voilà, donc je tiens au terme habitat participatif puisque c'est le terme qui a été choisi en France et qui est dans une loi. Alors, tu fais bien de le dire. Je ne sais pas si je vais réussir à l'intégrer d'ici la fin de l'intervention, mais en tout cas, effectivement, habitat participatif. Donc, je te laisse passer la suivante. Le service, l'espace info énergie, donc il bénéficie maintenant de la marque FAIR mise en place par l'ADEME. C'est un service d'intérêt général qui est gratuit, neutre et qui est indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Donc, nous, on n'a absolument rien à vous vendre. Ce qu'on va par contre vous apporter, c'est un conseil qui peut prendre les aspects techniques, donc sur des épaisseurs d'isolant, sur des niveaux de performance de vitrage, sur des chaudières, des énergies renouvelables, un conseil économique. Le but du jeu, c'est de vous faire économiser de l'argent, mais pour ça, parfois, il faut en dépenser. Et donc, on pourra aussi vous renseigner sur les aides que vous pouvez mobiliser pour financer une partie de vos projets. Et puis, bien évidemment, on cherche à réduire les consos d'énergie. Ce n'est pas seulement pour faire gagner des sous aux gens, mais c'est aussi sur l'aspect environnemental, puisque nos sociétés étant très dépendantes des énergies fossiles, moins on en consommera, moins on émettra de gaz à effet de serre, moins on produira de déchets radioactifs. Donc voilà, on a tout intérêt à aller vers de la sobriété, de l'efficacité énergétique et vers des énergies renouvelables. Le service, il est actif. On a fusionné le service. Avant, l'ALEX gérait que la métropole Espul, que le reste du département, enfin Espul qui est devenu la LTE. Aujourd'hui, nos conseillers reçoivent indifféremment des appels de tout le territoire. Donc, Grand Lyon, c'est la partie en bas à droite en gris, donc c'est 1 300 000 habitants, 1 400 000 et 59 communes. Le reste du Rhône donc, est couvert par les collègues de la LTE du Rhône, avec parfois des permanences délocalisées sur certains territoires, puisqu'évidemment, il y a des parties du département qui sont un peu loin de Lyon. Il y a des gens pour qui c'est plus simple d'aller dans certaines grandes villes du département du Rhône. Donc, vous verrez à la fin, vous aurez nos coordonnées. On peut aller sur la suivante. Alors, un petit zoom sur la plateforme EcoRénov'. C'est un dispositif qui a été mis en place par la métropole de Lyon, qui est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'ADEME, et qui a pour objectif de conseiller et d'accompagner les projets d'éco-rénovation de l'habitat. L'ALEC est la porte d'entrée de ce dispositif-là. Donc, nos conseillers vous renseignent sur les aides que vous pouvez mobiliser, les conditions pour en bénéficier. Et là, il y a vraiment une volonté de massifier la rénovation énergétique performante. On va voir ça sur la suivante en quelques chiffres. Donc, EcoRénov', ça a démarré en 2015. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 15 000 logements financés, pratiquement 300 millions d'euros de travaux, dont à peu près un peu plus de 40 millions d'euros de subventions. Plus de 10 000 logements privés en ont bénéficié, dont 1 378 ménages modestes. Ça représente 121 copropriétés, 253 maisons et à peu près 5 500 logements sociaux. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est important. Et puis, on voit aussi l'évolution en matière de nombre de copropriétés. Quand ça a commencé à démarrer à l'agence il y a quelques années, ça représentait le travail peut-être d'aller peut-être un quart de temps d'un salarié. Et puis, petit à petit, on a dû embaucher des gens. Et vraiment, aujourd'hui, on a vraiment des collègues qui sont spécialisés dans l'accompagnement des copropriétés. Et on fait d'ailleurs régulièrement visiter des copropriétés. Et si au deuxième semestre, on arrive à faire des événements sur le terrain avec un peu plus de 10 personnes, j'ai déjà des copropriétés que j'ai prévu de faire visiter. Voilà un petit peu pour la partie EcoRénov'. Et comme maintenant il est 18h30, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et laisser Audrey nous présenter ce beau projet. Ok, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure.
Donc voilà, pour refaire rapide, donc Audrey Giquel, j'habite en habitat participatif depuis 8 ans au nord de Lyon. Donc c'est un habitat qui est une rénovation d'une ancienne ferme pour 7 familles. On est 10 adultes et 6 enfants. Voilà, vous voyez les valeurs, écologie, sobriété, ouverture. On est très ouvert sur le quartier, j'en reparlerai, la bienveillance dans la communication, la mutualisation d'espace et de services. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Donc voilà, on a rénové cet ancien corps de ferme en 7 logements et pas mal d'espaces communs. Là, je vous ai mis donc la raison d'être des Choulans avec une petite photo du groupe. Donc un habitat participatif nourri par l'intelligence collective, un lieu de vie, de partage, d'expérimentation et aussi de culture, graines de possible pour une transition écologique. Voilà. Pour vous montrer quelques images voilà, de l'évolution, mais évidemment, il faudra en montrer beaucoup pour pouvoir voir l'ampleur des travaux qu'on a fait depuis 8 ans, parce qu'en fait, on n'a pas fini, on finit cet été. Donc, vous voyez la première photo en haut à gauche, donc on voit bien, il y a une maison en pierre, une grange en pisé, donc il y a de la pierre en bas et du pisé en haut, et puis ce que nous on appelle le trait d'union, c'est ce petit bâtiment en rez-de-chaussée qui relie les deux. Donc vous voyez là, c'était la photo lors de notre première visite, on était avec la propriétaire de l'époque, parce que cette grande maison appartenait à une seule famille, et la grange était un espace de stockage de véhicules, et nous on l'a transformé en un habitat participatif pour 7 logements. Ici, en février 2015, on voit, pendant qu'on était en train de faire les ouvertures de la grange, on avait déjà fini les travaux dans la maison, 2 appartements. Et puis là, on est sur la finalisation de la grange avec l'isolation par l'extérieur. Voilà. Pour voir un peu des différentes étapes. Donc, pour vous expliquer donc, la grange, il y a un appartement en rez-de-chaussée et il y a 4 duplex. Sachant que le dernier duplex est accessible par la même porte. Les 2 derniers duplex sont accessibles par la même porte. Il y a un sas qui dessert les 2. Ici, il y a la chaufferie, donc une chaufferie bois granulé. Et puis, là, il y a donc le trait d'union qui est en fait voué à être une salle polyvalente pour accueillir des fêtes, des concerts, tout plein de choses qui nécessitent de la place. En fait, ça sera une salle de 60 mètres carrés assez vide pour pouvoir y faire, je sais pas, un cours de yoga, une séance de tango, enfin un petit peu tout ce qu'on a envie d'y faire et aussi pouvoir l'ouvrir au village et permettre des activités de village. Oui, parce que j'ai pas dit là où on habite, à Saint-Germain-Mont-d'Or, je dis c'est un village, c'est une petite ville de 3000 habitants. Et puis, on verra là, au rez-de-chaussée de la grange, il y a l'atelier bricolage. Et de l'autre côté, donc on ne voit pas, mais il y a la maison en pierre avec au rez-de-chaussée pas mal d'espaces communs, une cuisine commune, un salon commun. Et au premier étage, mon appartement et une chambre d'amis. Et au deuxième étage, un appartement et une autre chambre d'amis. Donc, dans la maison, il y a beaucoup plus d'espace commun que dans la grange, parce que la grange, comme on l'avait à l'état de grange, c'était beaucoup plus modulable, alors que dans la maison, on a un peu fait avec ce qu'il y avait. Voilà. Mais je vais vous faire visiter, voilà, avec une petite vidéo, et puis voilà, ça sera plus parlant. Ah. Voilà, donc là, vous voyez Saint-Germain à la vue de chez nous. Donc, on est dans un périmètre plutôt joli avec une tour classée en face de chez nous. Donc voilà, on est en plein cœur de village. Hein, donc, ce n'est pas un habitat participatif avec des grands terrains. On a des voisins tout autour de nous. Vous voyez là le jardin de devant, la maison en pierre. À gauche, nous avons la piscine. C'est une piscine à phytoépuration. Ensuite, on continue. Là, il y a un petit parking. On voit la flotte de véhicules des Choulans, puisqu'en fait, nous mutualisons quelques véhicules. Et puis, au fond, l'abri vélo qu'on a entièrement construit. Voilà. Comme vous voyez, on a beaucoup plus de vélos que de voitures. Voilà. Avec un triporteur électrique au fond. Donc là, on arrive dans la cour. Donc, on a une cour intérieure. Donc,
au centre des bâtiments. Donc là, on voit bien la grange, donc avec l'appartement en rez-de-chaussée et les duplex. Voilà, un grand arbre au centre, très agréable. Et puis, donc, le trait d'union et la maison entière. Voilà, on va aller visiter le trait d'union. Voilà, donc qui est encore en travaux, puisque nous faisons, voilà, il y aura des travaux encore cet été, et si ça vous intéresse, mois de juillet, du 6 au 12. Voilà, donc on fait une rénovation entièrement par nous-mêmes. Donc, bon, je vous réexpliquerai après le moyen constructif. Là, il y aura une petite cuisine dans l'angle. Et puis, au fond, on a l'atelier bricolage. Donc là, ça fait 8 ans qu'on bricole, donc forcément, on est plutôt bien équipés. Voilà. Voilà, toutes sortes de vis. Donc voilà, on fait déjà même si le trait d'union n'est pas fini, on y fait déjà des concerts privés, des petits bals. Donc là, on se retrouve à nouveau dans la cour et on va dans la chaufferie. Donc la chaufferie qui est équipée également d'une petite machine à laver. Il y a une autre bien plus loin dans la maison. Voilà, la chaufferie qui est plutôt étroite, mais bon, il n'y a pas besoin qu'elle soit beaucoup plus grande. La partie régulation. Donc, j'y reviendrai, mais voilà, il y a un réseau pour chaque famille. Et puis la chaudière granulés bois. Voilà. Là, on monte, donc il y a une coursive, donc on a construit nous-mêmes. Hein. Et puis, il y a encore un peu de terrain sur le côté. Voilà, donc en fait, comme on a un terrain qui est en pente, les duplex sortent en rez-de-jardin. Donc, en fait, l'appartement qui est en rez-de-chaussée de la grange est semi-enterré. Et d'ailleurs, vous pouvez voir là, vous voyez des fenêtres, des puits de lumière, en fait, qui apportent de la lumière à l'appartement qui est en dessous. Et là, donc, chaque appartement a sa sortie en rez-de-jardin, sachant que ce n'est pas privatif. Enfin, pour nous, tous les extérieurs sont communs, mais de fait, comme ça donne directement sur les appartements, on respecte une certaine intimité de chacun. Là, on revient dans la cour. Donc là, c'était une fin de repas. Donc, vous voyez quelques habitants, ma fille. Là, c'est la cuisine commune. Donc, c'est une cuisine commune, mais nous avons quand même chacun une cuisine privée. Voilà, ça, c'est un point essentiel. On a des appartements qui sont complets. On va le voir après, je vais vous faire visiter chez moi. Mais la cuisine commune est un lieu très central pour nous et pour notre projet de manière globale. Là, je fais un focus, un petit arrêt sur l'image. Parce qu'une des particularités au Choulan, en plus de mutualiser une flotte de véhicules, on mutualise l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une SCI, une société civile immobilière qui est propriétaire des bâtiments, et on a une association qui a plusieurs fonctions. Bloquer la spéculation, bon, ça c'est un point que je ne vais pas détailler, de gérer le vivre ensemble et de gérer tout l'aspect culturel en interne. Et donc, en particulier, donc, l'alimentation passe par l'association. Et comment ça se passe? On avance les sous à l'association et c'est l'association qui paye toutes les factures d'alimentation. Donc, on fait une commande dans un magasin bio une fois par mois, la MAP toutes les semaines, plus les marchés, les choses comme ça. C'est l'association qui paye les sous et ensuite, elle nous réclame ce que nous avons mangé et nous comptons nos repas. Voilà, donc on a un tableau Excel et tous les 3 mois, on paye nos repas au coût du repas réel qui peut être réévalué en fonction des évolutions des prix, de ce qu'on achète, etc. Donc voilà, là, nous, on reçoit ces bacs blancs. En fait, on en a suffisamment pour tourner. Et quand on commande au magasin bio, on peut commander un bac blanc de sucre. Donc, on reçoit directement le bac blanc. Donc, ça, c'est très pratique. C'est 0 déchet. Et après, chacun de nous va se servir dans ces bacs pour prendre ce dont il a besoin chez lui. Et ça permet en fait qu'on mange chez nous ou qu'on mange dans les communs, c'est la même chose. On compte nos repas. Donc ça permet en fait d'avoir une cuisine qui est très, très dynamique et très utilisée. Voilà, donc par exemple, là, vous êtes un midi en semaine et comme on est très nombreux à être en télétravail, encore plus en ce moment, et du coup, il y a du monde qui est
voilà, qui mangent. On est ravis de pouvoir partager un repas alors qu'on télétravaille chacun dans notre coin la journée. Là, vous avez le calendrier des réservations. C'est assez archaïque, mais finalement, ça marche très bien. Avec les premières colonnes, c'est les véhicules partagés et les dernières colonnes, c'est les chambres d'amis. Donc, on voit M1, M2, c'est en fait maison premier étage, maison deuxième étage et commun, c'est plutôt salon-cuisine. Voilà, où chacun réserve ses créneaux en notant, voilà, tout simplement. Voilà, puis on y affiche des choses, la réglementation du son dans le village, voilà, différentes petites choses, voilà, une petite fille qui est ravie d'être filmée. Ça, c'est l'entrée de la maison avec, voilà, qui est également commun. Et là, on a nos bannettes. Donc, chacun de nous a une bannette. On a une seule boîte aux lettres. Voilà, là c'est le salon commun qui est un espace assez multifonction, donc qui sert de salle de jeu pour les enfants. On a une mezzanine pour que ça serve de lit d'appoint quand nos chambres d'amis sont déjà utilisées. On y fait nos réunions puisqu'actuellement le trait d'union n'est pas encore utilisable. On peut projeter des films. Voilà, on a des déguisements. On a également un placard de jeu. Voilà, un exemple de placard de jeu comme tous ces jeux qu'on mutualise. C'est également une salle de musique. Donc, on a énormément d'instruments et en particulier un piano, mais également voilà, un ampli basse, des choses comme ça. Donc là, il y a des WC communs, mais je vous passe la visite. La buanderie. Donc, comme vous avez vu, on a déjà une machine à laver dans la grange. Là, il y a 2 machines à laver, dont une semi-professionnelle et un sèche-linge qui sert assez rarement. Voilà, et puis on stocke un certain nombre de choses privées voilà, ou communs. Donc là, on va au premier étage et je vais vous montrer mon appartement. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai un appartement avec une cuisine qui est plutôt petite, mais voilà, stable, une grande pièce de vie. Donc je ne rentre pas dans tous les détails, je ne vous montre pas toutes mes chambres, mais là, par la porte qu'on voit, il y a 2 chambres, l'accès à 2 chambres. Et nous avons également une salle de bain et des WC. Alors, avec la particularité d'avoir des toilettes sèches. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, vous voyez mon mari en télétravail. Et puis, au même niveau que notre appartement, il y a donc une chambre d'amis. Donc là, il y a le règlement, l'explication de la chambre d'amis, comment ça fonctionne. Et dans cette chambre d'amis, il y a un bureau que j'utilise pas mal, mais que d'autres cohabitants peuvent également utiliser, parce qu'en fait, c'est très compatible, une chambre d'amis et un bureau. En fait, un bureau, on l'utilise en journée la semaine, et les chambres d'amis, on les utilise les soirs et les week-ends. Donc, c'est exactement ce que vous voyez derrière moi. La mezzanine, c'est celle que vous voyez dans cette chambre. Voilà, donc là, on revient au rez-de-chaussée de la maison, et c'est donc le petit terrain qui est devant la maison, qui sert à la fois d'espace de jeu d'enfants, qui sert également d'espace étendage, voilà, direct, en direct. Voilà, donc il y a un trampoline et puis également petit potager. Donc là, il y a à la fois les bacs carrés, mais également tout le fond que vous voyez qui pousse. Alors évidemment, c'est pas énorme. Après, on a plutôt misé sur d'autres potentiels que notre terrain. Clairement, on n'a pas un terrain, notre parcelle fait 1500 mètres carrés, donc on ne pourra pas miser une dépendance alimentaire sur notre terrain. Mais par contre, on est investi dans Saint-Germain en transition et il y a des possibilités de jardins partagés dans lesquels pas mal de cohabitants sont investis. Voilà, pour finir, une petite vue sur la maison en pierre. Donc là, vous voyez, au premier étage, donc c'est mon appartement, et au deuxième étage, il y a également un appartement avec une chambre d'amis. Donc ça veut dire, bon, nous avons donc 2 chambres d'amis, une buanderie, un salon, une cuisine, l'atelier bricolage, la chaufferie. Je vous ai passé la visite de la cave et du cellier, qui sont aussi des espaces communs et qui nous servent bien pour stocker des choses. Voilà. Ah, non, on ne va pas redémarrer. Hop, je reviens ici.
Donc voilà, les aspects techniques. Donc une maison en pierre, alors là, je n'ai pas changé, mais ce n'est pas 30 cm, c'est 50 cm de pierre, la maison. On a fait une isolation fibre de bois là où on pouvait le faire. Donc à mon étage, dans mon appartement, on a isolé en fibre de bois 10 cm parce que sinon après, on ne pouvait plus ouvrir les placards. Et puis au deuxième étage, ça avait été isolé en polystyrène et donc on a gardé l'isolation telle quelle. Clairement, dans la maison, on a fait un petit peu comme on pouvait au niveau de l'isolation. On a également isolé la toiture avec de la ouate de cellulose. Donc, il y avait de la laine de verre qu'on a enlevée pour la ouate de cellulose pour pouvoir avoir une meilleure isolation thermique. Mon chéri, c'est pas le moment. Hop. Les joies du direct. Désolée. Voilà, et on a également isolé la cave par le dessous avec de la ouate de cellulose et toute la maison est équipée de double vitrage. Nous avons changé quelques fenêtres et là, en particulier la porte d'entrée qu'on voit là pour qu'elle soit mieux isolée, donc en double vitrage. On a fait des choses donc beaucoup plus importantes dans la grange. Donc c'était la grange, donc c'est des murs de 50 cm en pierre sous la coursive, enfin tout le rez-de-chaussée, et en pisé les étages supplémentaires. On a fait une isolation par l'extérieur en fibre de bois et enduit à chaud, entièrement fait par nous en chantier participatif avec des professionnels qui nous ont aidés. Donc à chaque fois, on faisait venir un professionnel pour nous montrer sur une façade et puis après on continuait. On a fait souvent ça en fait. Il y a plusieurs chantiers qu'on a reproduits après coup. On a isolé la chaufferie et l'atelier bricolage avec des bottes de paille, donc il y a du double vitrage et on a fait de l'étanchéité à l'air. Voilà, on a soigné l'étanchéité à l'air dans ce bâtiment et on a fait un test d'étanchéité à l'air qui nous a amené à un I4 égale 1. Voilà, en gros, c'est pas mal pour la rénovation. Voilà, ça nécessite d'être quand même très précautionneux pour arriver à ce niveau-là. Dans le neuf, on arrive à des performances bien meilleures, évidemment. Et donc le trait d'union, donc le dernier bâtiment, il y a, donc en fait on a avancé la façade. Je ne sais pas si vous avez vu sur les photos précédentes, il y avait un espace atelier ici, puis c'était un auvent sur la gauche. Donc on a cassé la façade pour l'avancer d'1 mètre et agrandir cet espace. Donc, du coup, on a le mur du fond qui c'est du pisé de 50 cm isolé en fibre de bois. Et la façade, là, on l'a entièrement construite. Donc, c'est ossature bois avec fibre de bois. Et à l'intérieur, on a mis d'un côté des panneaux de gypse et de l'autre côté, ici, à l'extérieur, de l'enduit à la chaux. La toiture, nous avons isolé à la ouate de cellulose. Et le sol, on isolera un petit peu comme on peut avec différents matériaux, mais ce n'est pas encore fait. Voilà de l'intérieur. Donc là, on voit à gauche, c'est le mur en pisé que nous avons isolé. Et, là, on a soigné l'étanchéité à l'air. Et à droite, c'est donc le mur que nous avons construit. On a fait parement de bois sur le plafond avec du bois local du Beaujolais. Donc, c'est du douglas brut. Les petits bonus. Je vous ai parlé des toilettes sèches. Donc, il y a 3 appartements où je suis là pour des toilettes sèches. Il y en a un qui a des toilettes sèches classiques avec de la sûre assez standard. Chez nous, on a des toilettes sèches à séparateur d'urine. Donc, voilà, le pipi d'un côté, le caca de l'autre. Et on ne met pas de sûre. C'est branché sur la BMC et donc le caca est desséché. Désolée pour ceux qui ne sont pas les et les derniers toilettes sèches, c'est des lombricompost, des toilettes sèches à lombricompost. Donc, c'est une énorme cuve de 1000 litres. Donc, c'est ma cohabitante, ça tombe dans cette cuve et il y a des lombricompost. Et, voilà. Donc, moi, séparateur d'urine, on vide les toilettes toutes les 2 à 3 semaines. Et ma cohabitante, qui est à lombricompost, a priori, elle devrait vider la cuve tous les 10 ans, mais du coup, ce n'est pas encore arrivé. Et elle a un liquide qui sort qu'elle doit gérer, mais voilà, c'est pas grand-chose. Donc, je vous ai parlé de la piscine à phytoépuration qui était déjà là, mais on est assez content de l'avoir. On a une grosse cuve de récupération d'eau de pluie qui est enterrée, qui est de 30 000 litres et qui nous permet d'arroser le jardin et de remplir la piscine. C'est-à-dire la piscine n'a pas du tout d'eau du robinet, est entièrement gérée par de l'eau de pluie. Quand il y a besoin de la re-remplir, c'est-à-dire quand ça s'évapore et qu'on a besoin de la re-remplir.
Et sinon, dans les petites choses que je voulais vous dire, c'est qu'on a une vraie réflexion sur les surfaces de nos logements pour diminuer en fait diminuer au maximum nos surfaces. Donc, il n'y a pas eu, personne n'imposait rien, mais on s'est tous questionnés sur qu'est-ce qu'on souhaite comme surface et pour pouvoir favoriser vraiment les espaces communs. Dans un habitat participatif en zone rurale, en général, il y a 10 à 20% d'espaces communs. Nous, là, on est à 45%. Donc, c'est beaucoup plus important, mais on a des espaces vraiment beaucoup plus petits que le standard. Donc, moi, je vis avec ma famille. On est donc dans un appartement de 65 mètres carrés avec 2 enfants, pour donner un ordre de grandeur. Les aspects techniques au niveau du système, donc je vous ai parlé, enfin vous avez vu déjà la chaudière, donc avec en bas la chaudière, le silo granulé, et puis là les systèmes de régulation. Donc cette chaudière fait le chauffage de l'ensemble de tous les bâtiments et fait l'eau chaude uniquement de la grange. Pour éviter d'avoir une boucle d'eau chaude trop importante et avoir des déperditions d'énergie. Que dire, oui, du coup, au niveau de la régulation, on a des systèmes d'émission de chaleur qui sont assez différents dans la maison. On a des radiateurs assez classiques en fonte. Dans la grange, chacun a pu choisir s'il souhaitait des radiateurs, des planchers chauffants ou même des murs chauffants. Donc, je vous montrerai les photos. On a fait 2 murs chauffants. C'est agréable, un peu comme un plancher chauffant, c'est-à-dire c'est rayonnant. Mais l'avantage, c'est qu'on peut monter plus en température qu'un plancher chauffant parce qu'on ne marche pas dessus. Et après, en termes de ventilation, chacun a pu choisir entre des doubles flux ou des simples flux hygrobés voilà, dans la grange. Dans la maison, donc je vous disais, l'eau chaude ne sert que pour la grange au niveau de la chaudière. Donc, on a un autre système d'eau chaude dans la maison. C'est un ballon thermodynamique sur air vicié qui, du coup, ça sert à la fois à la ventilation et l'eau chaude. Donc, voilà, notre ventilation, c'est un système simple flux hygrobé et qui est raccordé à ce ballon. Donc, en fait, ça ressemble à un cumulus classique, sauf qu'il y a une pompe à chaleur qui est associée et qui récupère les calories de notre ventilation simple flux. Alors, si vous raccordez ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous disais que nos toilettes sèches sont raccordées à la ventilation. Donc, en fait, ça veut dire qu'on chauffe notre eau chaude avec la chaleur de notre caca. Et moi, je trouve ça assez classe. Voilà. Mais sinon, le système de chauffage, donc c'est la chaudière collective. Au niveau des aspects financiers, donc on est sur un projet d'1,4 million en tout, un achat à 900 000 € TTC et à peu près 500 000 € de travaux. On a eu voilà, un peu moins de 40 000 € de chaudière qu'on a fait poser par un professionnel. Le chauffe-eau thermodynamique, on l'a payé 2 500 € et on l'a posé nous-mêmes. L'isolation par l'extérieur de la grange nous a coûté 32 000 €, nous l'avons fait nous-mêmes. Et ça aurait été plutôt de l'ordre de 60 000 € si on l'avait fait faire. Et puis, sinon, on a fait l'isolation de la maison, l'isolation de la toiture à 30 000 € qu'on a fait nous-mêmes. Enfin, on a quand même fait faire quelques postes. On arrive à un coût de 3 200 € par mètre carré privatif. Alors, pourquoi je précise par mètre carré privatif? On est plutôt de l'ordre de 2 000 € par mètre carré habitable, si vous voulez comparer par rapport au marché existant. Il faut savoir que dans Saint-Germain, c'est plutôt de l'ordre de 3 000 € le mètre carré à l'achat. Mais du coup, on arrive, forcément, comme on a beaucoup d'espaces communs, faut se les payer et donc on ramène le coût global au mètre carré privatif pour savoir combien chacun de nous paye. Donc on a considéré que tous les appartements valaient la même chose, donc on est tous à ce prix à peu près. Donc, je disais 40% d'espace commun, donc c'est quelque chose d'assez important. Et après, on a eu des aides financières, 1000 rénovations de la région Rhône-Alpes, 11 000 €. L'appel à projet énergie renouvelable de la région également, ces aides n'existent plus, 11 000 €. Les certificats d'économie d'énergie, environ 1 000 €. Et crédit d'impôt, donc uniquement sur la partie maison, parce que sur la partie grange, on n'a pas pu avoir de crédit d'impôt, c'est 6 000 €. Donc là, c'était la partie plus technique. Là, je vais vous montrer quelques photos des chantiers. Donc là, on voit la grange telle qu'on l'a achetée au démarrage. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On y a fait 11 ouvertures dans le Piset. Alors, en passage, c'est très facile de faire des ouvertures dans le Piset, je vous conseille. Là, on voit donc la réalisation d'un mur chauffant. Donc voilà, on a noyé des tuyaux dans le mur en Piset avec un enduit de terre. Voilà, on fait un enduit de terre par-dessus. Là, on est en train de couler une dalle chaud-liège directement sur l'ancien plancher.
Là, voilà des photos lorsqu'il y avait des tuilages. Donc, lors des chantiers participatifs, donc on est devenu de plus en plus experts dans l'organisation de chantiers participatifs. Au début, on faisait tout nous-mêmes et on ne demandait pas trop d'aide. Et puis petit à petit, on a ouvert. Donc on passe par une plateforme qui s'appelle Twiza et qui est spécialiste là-dedans. Donc on déclare nos chantiers. Donc je vous dis, s'il y en a qui s'intéressent, on organise un chantier début juillet et un petit fin juillet. Et donc voilà, là c'est la réunion de début de chantier. Donc on liste les tâches à faire et chacun se positionne sur ce qu'il a envie de faire. C'est assez libre, très bonne ambiance. Voilà, il y a un côté très pédagogique, très sympathique. Et les personnes qui viennent nous aider sont les brocolis parce que nous au Choulan, nous les habitants, nous sommes des choux et voilà, les gens qui nous aident à bricoler sont des brocolis. On a tout un petit vocabulaire comme ça. Les enfants c'est des chouquettes, etc. Voilà, donc là, une photo du dernier chantier qu'on a réalisé. Là, c'était bien avant quand on a cassé le trait d'union. Pour vous montrer un petit peu l'ambiance au sein des chantiers. Voilà, là, c'est une expérimentation tectonique, par exemple. À chaque fin de ce chantier, on organise des concerts pour remercier nos brocolis, mais également inviter nos voisins et nos amis. Donc, c'est des concerts privés. Mais voilà, si vous inscrivez à la newsletter des Choulans, vous pourrez être informés. Donc, voilà, il y a des différents concerts. Donc, là, c'était un groupe chilien qui était venu au mois d'août. Et puis, des fois, on organise des balles. Donc, là, il y a encore plus de monde. Voilà. Donc, le vivre ensemble... après, je serai très ouverte à toutes vos questions, savoir un peu ce que vous voulez, mais comme vous avez vu, donc on a à la fois des espaces et des services mutualisés. On a une gouvernance partagée, donc on a vraiment soigné notre mode de prise de décision qui est sur la base du consentement et qui fait que, voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on décide tout le temps ensemble. Il y a certaines choses qu'on juge plus légères et qu'il n'y a pas besoin de forcément décider. Mais sinon, on prend nos décisions au consentement. On a une ouverture sur le village, donc vous voyez, sur l'organisation des concerts, mais aussi sur d'autres événements. Et on est très investi dans Saint-Germain en transition. Et j'ai même maintenant une cohabitante qui est conseillère municipale. On a un statut juridique à notre image. Je ne vais pas forcément le détailler, sauf si vous voulez me poser des questions dessus, mais voilà, avec un modèle non spéculatif et qui nous a permis pas mal de liberté et un projet solide et durable. En fait, depuis qu'on a acheté le lieu, donc il y a 8 ans, il n'y a eu aucune sortie des personnes du projet. Voilà, il y a un vivre ensemble qui est vraiment, vraiment agréable et qui se ressent. Et cela malgré nos 8 ans de travaux. Voilà, c'est à souligner. Voilà. Maintenant, je suis ouverte à vos questions. Alors, Sylvain, c'est toi qui les repères Alors, donc, effectivement, il y en a 2-3 qui sont arrivés. On va pouvoir en prendre d'autres, hein, bien sûr. Alors, je vais remonter un petit peu. Tac, 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 tac. Alors, tu as répondu en partie, je pense, mais donc il y avait la question, que faites-vous des déchets des toilettes sèches? On les met, on a un compost à part. En fait, je ne voulais pas signaler, mais on le voyait dans la vidéo. On a un bac à compost spécifique. Donc, en fonction des différentes toilettes sèches, celle qui a un lombricompost, ça arrive dans sa citerne et c'est tout. Et nous, donc c'est dans un sac biodégradable. On ferme le sac, on le stocke pendant 6 mois à l'abri de la lumière dans une grosse poubelle. Et puis ensuite, on le met dans le compost. Et ensuite, tout est réutilisé, en particulier pour les arbres fruitiers. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'un énorme espace. Enfin, après, nous, on n'est que finalement 2 familles à utiliser les toilettes sèches, du coup, mais en gros, 2 mètres cubes suffisent 2 ou 3 mètres cubes suffisent à récupérer ça. Voilà, pour rappel, hein, les chasses d'eau, c'est à peu près 20% des consommations d'eau d'un logement moyen en France, donc c'est quand même pas négligeable. Autre question, est-ce que tu as en tête la consommation de granulés à l'année? Oui, on me l'a donné. Je crois que c'est le dossier bleu sur la 3e armoire.
Non, non, c'est ma petite feuille griffonnée. Environ 10 tonnes par an. Mais en fait, ce qui est difficile à évaluer, on a essayé de regarder notre consommation de chauffage, mais clairement, vu que depuis 8 ans, donc je vous disais, on a le lieu depuis 8 ans, mais en fait, les gens sont arrivés progressivement, ont habité dans le lieu progressivement. Le dernier habitant est arrivé en 2017, début 2017. Donc, voilà, ils sont arrivés progressivement. Donc, forcément, la consommation, les espaces chauffés ont varié, en fait, depuis 8 ans. Et en plus de ça, après, en 2018, on a fait l'isolation par l'extérieur. Donc, c'est très difficile de savoir. Et puis, la grange n'était pas habitée avant, donc on ne peut pas savoir comment ça consommait avant. Et voilà, donc c'est difficile de savoir. Mais on est sur 10 tonnes par an. Donc, je n'ai pas fait le calcul de combien en kilowattheure ça fait. S'il y en a qui ça intéresse de faire le calcul. Alors, autre question, comment gérez-vous les chambres d'amis? Est-ce qu'il y a un planning? J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a une participation financière? Comment ça se passe? Nous, on est assez… au Choulan, on est assez dans le lâcher-prise globalement. Donc, on a un planning que je vous ai montré en version papier. On note et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas tu peux inviter que 3 amis par an ou machin. Enfin, on invite qui on veut quand on veut. Ce que je n'ai pas dit, c'est que on accueille des migrants avec le biais d'une association. Donc, on a 1 ou 2 personnes qui viennent 2 semaines, toutes les 6 semaines. Voilà, on tourne, on est dans une boucle. Donc, on accueille aussi des personnes comme ça. Donc, à ces moments-là, il peut y avoir un petit peu plus de pression sur les chambres d'amis. Et donc, c'est pour ça que le salon peut servir. On a aussi également prévu de pouvoir, on aura une mezzanine dans le trait d'union qui pourra également accueillir 6 couchages. Donc voilà, on a plein de possibilités de couchage, mais du coup, on gère en réservant. Et si jamais on est plusieurs à avoir besoin en même temps, on discute, on s'organise. Par exemple, pendant les vacances d'été, il n'est pas exclu que des personnes qui partent en vacances prêtent leur appartement aux autres pour plus de possibilités. Voilà. Et sinon, combien on paye? On ne fait pas payer à nos amis et nos familles. Par contre, si c'est… si il y a des… c'est pas le moment. S'il y a des, je sais pas, des demandes de gens qui ne sont pas vraiment des amis ou qui sont un petit peu… qui viennent pas forcément pour nous voir nous, mais plutôt, je sais pas, en vacances ou tout ça, on demande une participation financière. Par exemple, j'ai une amie qui a fait une fête à côté de chez moi. Elle m'a demandé, elle nous a demandé si elle pouvait utiliser nos chambres d'amis. Et les personnes qui ont logé là ont participé, mais c'est en participation libre, en conscience. On demande… Alors, autre question un peu sur la genèse, c'est comment ce groupe de cohabitants s'est constitué au départ? Effectivement, je n'ai pas parlé d'historique. On s'appelle, effectivement, on a un nom un peu bizarre. Les Choulans, c'est un petit peu bizarre. On s'appelle les Choulans parce que le projet au démarrage était monté de Choulan. Donc pour les Lyonnais, vous savez où c'est. Donc c'est une grande rue qui est pas très loin de Perrache, qui monte depuis Perrache jusqu'à Saint-Just, qui est très passante. Ceux qui sont pas lyonnais connaissent au moins le tunnel de Fourvière. Et c'est une rue qui passe à ce niveau-là. Donc c'est un endroit très routier, on va dire. Mais il y avait un endroit un peu magique qui était un terrain qui appartenait à des prêtres, qui était 3000 mètres carrés de terrain avec des arbres centenaires. Voilà. Donc on a bossé pendant 1 an sur ce projet pour finalement nous le voir piqué par un promoteur qui offrait plus. Et donc on a migré à Saint-Germain. Mais on s'est vraiment réunis autour du projet, c'est-à-dire qu'on n'était pas spécialement une bande de potes. Enfin, certains se connaissaient, mais voilà, on s'est connus en créant le projet. Et quand on a migré à Saint-Germain, il n'y a que la moitié du groupe qui a bougé et on a reconstitué un groupe. Voilà. Mais c'était beaucoup plus petit, beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Alors, tu nous as dit que tu ne détaillerais pas le statut juridique sauf si quelqu'un te le demandait. Voilà. Donc, on est en SCI, Société Civile Immobilière. Donc, chacun de nous a des parts sociales. On a peu de parts sociales, on a chacun 50 € en fait en capital social. Et après, le reste de nos apports, c'est-à-dire quelque chose qui se veut
à terme, on aura chacun un apport proportionnel à notre appartement. Je vous disais, c'est 3 200 € du mètre carré. Donc voilà, on prend notre surface de logement fois 3 200 € du mètre carré. Et à terme, quand on sera tous ce qu'on appelle à l'équilibre, on aura amené ça. Mais ce n'était pas forcément le cas au début. Au début, chacun a mis l'apport qu'il pouvait. Donc, il y a des personnes qui ont mis plus que leur appartement, certains qui ont mis l'apport d'équilibre, le montant de leur appartement, et puis beaucoup avaient beaucoup moins. Et on a fait un système de solidarité en interne où, en gros, voilà, je vais vous faire le schéma avec le main. Il y a ceux qui étaient à l'équilibre, il y avait ceux qui étaient en surplus et ceux qui étaient en sous-plus. Et en gros, on a dit que ceux qui étaient en surplus, on leur rémunérait leur apport, le surplus par rapport au montant de leur appartement était rémunéré, et à l'inverse, ceux qui sont en sous-plus payaient des intérêts sur le manque. Ça nous a permis en tout cas d'acheter, et ça permettait d'être plus juste vis-à-vis de ceux qui avaient un gros apport. Voilà. Donc on a trouvé ce système-là, ce qui nous a permis en fait d'acheter le bien sans banque. Et puis après, on a quand même eu besoin des banques pour faire les travaux. Et là, on a fait un prêt travaux à la banque qui était plus simple qu'un prêt immobilier à l'époque. Et puis, on a pu rembourser tous ceux qui étaient en surplus. Donc maintenant, on n'a plus des gens soit à l'équilibre, soit en sous-plus. Et voilà, on continue de rembourser. Donc en fait, ceux qui sont en sous-plus s'engagent à apporter chaque mois de payer une redevance. Mais cette redevance n'est pas un loyer, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est mis en compte courant. Voilà, je suis désolée, c'est des termes un peu techniques. Donc s'il y en a qui comprennent, c'est tant mieux. Mais voilà, du coup, c'est assez clair. C'est assez clair. Donc voilà, on a fait un système de solidarité en interne. Et après, notre petit plus, c'est que je vous disais, on est chacun de nous dans la SCI, on a des parts sociales, mais la majorité des parts appartiennent à l'association des Choulans. Donc on est à la SCI des Choulans et l'association des Choulans. Et l'association donc, est majoritaire en les parts. Ça, c'est possible puisque une part, chacun avait 50 € de part. Donc l'association a 3 600 €, mais ça reste une somme possible à avoir. Et ça permet de bloquer la spéculation. C'est-à-dire que si jamais on voulait revendre le bien, et ben chacun de nous récupérait une toute petite plus-value puisque c'est au prorata du nombre de parts et c'est l'association qui gagnerait le gros lot de la plus-value. Donc en fait, il n'y a juste pas d'intérêt à vendre le bien. Ça permet de sortir le bien du marché et bloquer la spéculation immobilière. Bon. Ça a d'autres inconvénients, je ne vous détaillerai pas tout, mais en particulier les entrées-sorties, c'est compliqué. Mais comme pour l'instant, on n'a pas eu de sortie, on n'a pas trop été confronté à ça. Alors, autre question sur le système de prise de décision. Est-ce que vous fonctionnez par système de vote? Est-ce que les discussions ont toujours abouti à un accord collectif? Est-ce que des fois, vous vous tapez dessus? Bien sûr, on se tape dessus, toujours. Non, ça arrive, hein, on a des conflits, c'est normal. Ça fait partie de la vie et ça fait partie du groupe et c'est même constitutif, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça nous est arrivé de nous taper dessus, mais globalement, on arrive quand même à prendre nos décisions au consentement. Donc, c'est au consentement, ça n'est pas au vote. Le consentement, c'est différent du consensus. Le consensus, c'est tout le monde est d'accord. Le consentement, c'est personne n'est contre. Il y a une petite nuance qui permet en fait si quelqu'un, donc ça permet en fait autour d'une table d'avoir des personnes qui disent ouais, je suis à fond, d'autres ouais, pourquoi pas, et d'autres qui disent bon, ben moi je vous suis pas, mais si vous voulez le faire, je suis pas contre. Voilà. Donc en gros, c'est est-ce qu'on peut vivre avec, est-ce que l'on accepte que les autres le fassent, voilà, ça va jusque là, et donc ça fait une nuance qui est assez importante. Et donc, pour l'instant, on a pris toutes nos décisions au consentement. Certaines étaient difficiles, certaines tellement difficiles qu'on a voulu prendre quelqu'un d'extérieur pour nous aider. Mais voilà, globalement, on a toujours réussi à faire au consentement, on n'a jamais fait au vote. Mais ça se cultive, en fait, ça s'apprend. Enfin, voilà, je fais ma petite page de pub, mais dans mon livre, j'explique vraiment ça, comment construire un collectif, comment construire un nous, comment construire la confiance. Et c'est vraiment parce qu'on a confiance envers les uns et les autres qu'on arrive à cette culture de consentement et pour vous dire, moi, je peux parfaitement arriver en réunion, en plénière. Donc, on a une plénière de 2 heures toutes les 2 semaines où on traite de tous nos différents sujets. Et moi, si j'arrive en plénière, sachant que je porte quelque chose qui n'est pas accepté par d'autres, et ben en fait, j'ai hyper confiance au fait qu'avec le collectif, on trouvera une solution ensemble. Et même des points de blocage, des fois, depuis des années, on arrive à trouver des solutions. Par exemple, un truc très bête, en fait, de dire, OK, on expérimente pendant quelques mois.
et ben ça aide à lever les verrous sur pas mal de choses. Dans ces cas-là, tu payes l'apéro avant la réunion, non, pour simplifier les choses. Mais il y a toujours l'apéro avant la réunion. Alors, autre question sur l'eau et la récupération d'eau de pluie. Avec 30 mètres cubes de citerne et finalement assez peu de potager, est-ce qu'il n'y a pas de la marge pour d'autres usages que la piscine plus arrosage? Et du coup, ça fait lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure quand on faisait la répétition, par rapport justement à des gens qui envisageaient peut-être de mettre des toilettes sur eau de pluie. Oui, c'est des choses qu'on envisage effectivement, d'avoir des toilettes sur eau de pluie, de mon cohabitant qui est en rez-de-chaussée de la grange et qui a ses toilettes vraiment très proches de la citerne. Donc ça, c'est quelque chose d'envisagé, on n'a pas encore été jusque-là. Effectivement, ça nous sert. Après, ça nous sert aussi actuellement encore beaucoup pour les chantiers participatifs. On lave tous nos outils à l'eau de pluie. Et finalement, quand il y a vraiment des périodes de grosses canicules, on arrive au bout de la citerne entre les chantiers participatifs et la piscine. Il se trouve que la piscine avait des fuites et que du coup, il fallait qu'on la remplisse pas mal les dernières années. Mais là, on est en train de le réparer. Voilà. Alors, autre question, parce que c'est effectivement sur ce genre de projet, on est quand même souvent dans le partage par rapport aux portes ouvertes. Est-ce que vous participez au mois de l'habitat participatif en septembre? Oui. Oui, on a prévu effectivement de faire des portes ouvertes pendant le mois de l'habitat participatif et traditionnellement, on le fait aussi le week-end des Journées du patrimoine qui sont également en septembre. Donc, on va faire des portes ouvertes le samedi, c'est 18 ou 19 septembre. Je crois que c'est 19. Samedi 19 septembre, après-midi, de 14h à 16h30, on ouvre nos portes et on organise des visites à ce moment-là. Donc, je crois que tu me disais aussi là qu'on venait d'avoir la quinzaine de l'habitat participatif. S'il n'y avait pas quelque chose au niveau européen ou... les portes ouvertes de l'habitat participatif, c'est à l'échelle européenne et c'est tout le mois de septembre. Mais là, en ce moment, il n'y avait pas quelque chose en lien avec l'habitat participatif, là, des webinaires ou je ne sais plus quoi. Ah, il y avait un sommet, oui, il y a un sommet, mais c'est organisé par quelqu'un au Portugal et c'est une démarche très commerciale en fait. Mais il y a eu effectivement un sommet avec des webinaires et que maintenant, il faut payer très cher pour les avoir. Bon, en tout cas, si des gens veulent voir le projet en vrai, en septembre, il y aura la possibilité de le faire. Très bien, merci. On nous demande aussi, est-ce que vous avez tous le même nombre de mètres carrés? Non, ça va de 48 à un peu moins de 70 mètres carrés. Et après, il y a des personnes qui sont, il y a des familles, il y a des personnes seules, il y a de tout. Voilà, donc ça répond effectivement à la question qui naît juste après. Et donc, on nous confirme que c'était le sommet des Oasis, c'est ça? Je crois que ce soir, c'est encore gratuit. Ça doit être ça. Ah, il y a la clôture, oui, ce soir. Voilà, donc pour ceux qui veulent se faire la nuit de l'habitat participatif. Donc, je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions, si toi, tu veux ajouter d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, bonne question qui arrive. Comment le projet a été accueilli par les voisins? Alors, il y a marqué et les vendeurs, mais alors les vendeurs, par contre, les vendeurs de quoi? Les vendeurs de... Les vendeurs à la maison, c'était des vendeurs privés. Ah oui, les anciens proprios. Les anciens proprios, eux, ils avaient envie de vendre. Après, ils ont trouvé ça plutôt cool, mais eux, leur intérêt, c'était surtout de vendre, sachant que clairement, la maison était chère pour juste vendre une maison habitable, mais nous, on y a vu le potentiel énorme. Donc voilà, eux, ils étaient plutôt contents. D'ailleurs, l'ancienne propriétaire est venue visiter l'année dernière aux Journées du patrimoine. C'était assez marrant de lui montrer comment on avait complètement défoncé son ancienne maison. Et les voisins, c'est mitigé. Non, globalement, au début, quand on a commencé, on a eu des échos comme quoi certains voisins nous croyaient une communauté. On entendait dire qu'on échangeait les maris ou des choses comme ça. Donc, on a fait beaucoup de portes ouvertes d'accueil extérieur pour accueillir les gens, pour montrer que non, nous sommes des gens normaux. Non, pas en public en tout cas. Et puis, donc voilà, globalement maintenant avec le voisinage, ça se passe plutôt bien. On a quelques soucis avec un voisin sur des questions de bruit. On a eu, mais sinon globalement ça se passe très bien. On invite nos voisins à toutes nos fêtes
Et puis maintenant qu'on a presque fini le trait d'union, et voilà, les concerts auront plus lieu en intérieur qu'en extérieur, et donc ça sera moins gênant. Voilà, pour la fête, c'est un peu dommage parce que les balles d'extérieur, c'est sympa aussi. Non, mais globalement, ça se passe plutôt bien. À Saint-Germain, ça se passe plutôt bien. Ouais. Question sur la gestion de la flotte de véhicules. Fonctionnez aussi avec des tableaux. Comment ça se passe? Voilà, on fonctionne avec des tableaux. On a un van 9 places, vous avez peut-être vu, il y a un gros véhicule qui sert, lui, de transport scolaire. Donc, on emmène nos enfants à l'école. Donc, on est organisé avec… En fait, la flotte de véhicules est aussi ouverte à des personnes extérieures d'Échouan. Puisque c'est géré par l'association, c'est très facile de la prêter à d'autres. Et donc, avec d'autres parents, c'est nous qui avons voulu acheter ce van pour pouvoir faire les trajets scolaires et nous organiser à plusieurs familles. Voilà, donc ce van est réservé d'office sur les créneaux horaires de l'école, mais sinon, en dehors de ça, les autres peuvent l'utiliser. Et après, voilà, les véhicules, on les réserve. On a un système d'une pochette, enfin, c'est assez simple, hein, une pochette avec les papiers dedans et un petit carnet. On note nos kilomètres au début, à la fin. Et on fait la comptabilité une fois tous les 6 mois. Alors, question cuisine, est-ce que vous avez eu tout de suite des cuisines individuelles ou certains ont utilisé la collective pendant un moment? En fait, l'idée, ce n'est pas forcément que chacun cuisine chez soi, si j'ai bien compris. Les cuisines chez vous, dans les espaces privatifs, sont relativement de petite taille, il me semble. Oui, c'est de petite taille. Après, ils sont parfaitement fonctionnels. Il n'y a aucun souci pour être 100% chez nous. Ça dépend vraiment plus de la personnalité de chaque foyer que de la taille vraiment de la cuisine. Par contre, effectivement, on a utilisé la cuisine commune parce que, comme je vous disais, les appartements ont été faits les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on a tous fait le chantier participatif d'un appartement, puis d'un autre, puis d'un autre. Et donc, par exemple, moi, mon appartement a été le premier fait, mais pendant les 9 mois où on faisait mon appartement, j'utilisais la cuisine commune. Il se trouve que moi, j'habitais en mode squat, voilà, les autres étaient ailleurs et petit à petit ils sont venus. Il y en a une qui a habité dans une chambre d'amis pendant 2 ans et elle utilisait la cuisine commune. Enfin, il y a vraiment plein de cas de figure, mais globalement, on a beaucoup utilisé la cuisine commune tant qu'on n'avait pas chacun notre cuisine. Et même nous, quand on a emménagé, on n'avait pas installé notre cuisine. C'était pas la priorité puisqu'il y avait une cuisine commune très pratique. Mais là, maintenant, on a vraiment chacun notre cuisine et on voit que la cuisine commune reste un lieu extrêmement vivant. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on choisit d'y aller ou de ne pas y aller. Ça, c'est vraiment un super luxe. Une question que j'avais envie de poser, est-ce qu'on a une idée en France du nombre de projets d'habitat participatif? Parce que c'est vrai que ça reste un peu confidentiel, mais est-ce que ça se développe? Est-ce que ça le vend en poupe en ce moment? Alors, ça le vend complètement en poupe. Il y a même, apparemment, les Allemands nous disent qu'on fait notre coming out de l'habitat participatif. Enfin, il y a un vrai push en France en ce moment. Il existe la carte nationale de l'habitat participatif qui a été faite par Habitat Participatif France et les Oasis, les colibris. Donc, c'est une carte qui rassemble tout ça. Et donc, on y voit, je ne sais pas les chiffres exacts, mais on va dire 750 projets en tout, dont 220 aboutis. Ok, très bien. Alors éventuellement, moi, si on pouvait fermer le partage d'écran pour qu'on puisse profiter des échanges sur l'écran. Alors, juste peut-être mettre quand même la photo de ton livre. J'avais inséré une diapo dessus. C'est peut-être bien qu'on rappelle et puis qu'on remonte les coordonnées de l'espace info énergie. Hop, donc. Et je crois qu'en plus, tu viens de démarrer une chaîne YouTube. Voilà, c'est ma petite nouveauté. Donc, si ça vous intéresse de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça va rapidement venir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager plein de petites astuces, plein de petites choses un peu qu'on retrouve dans mon livre pour aider la constitution du nous, pour aider sur les étapes d'un projet immobilier ou quel statut juridique. Enfin, voilà, toutes ces choses que j'utilise au quotidien dans mon travail et que je trouve que ça peut aider les groupes, même si ça ne remplacera jamais le rôle d'un accompagnateur. Donc, j'ai assez peu de soucis pour partager ces connaissances. Et puis, voilà, pour les coordonnées de l'espace info énergie, on est dans la gare des Bretons, on reçoit sur rendez-vous et les collègues de la LTE ont des permanences délocalisées sur un certain nombre de communes.
Donc, effectivement, on peut arrêter le partage d'écran. On peut même éventuellement remettre les caméras des gens si les gens le souhaitent. En tout cas, si vous voulez échanger, on peut se parler. Se donner. Alors, je ne sais pas si je coupe les micros, si je remets tous les micros. Non, mais ils peuvent se le mettre en route. Voilà, normalement, j'ai dû permettre aux gens de pouvoir remettre leur micro en marche, s'ils le souhaitent. Mais toi, tu m'avais coupé. En fait, c'est vrai que si on fonctionne comme ça, c'est parce que du coup, il y a souvent des bruits parasites. C'est vrai que c'est mieux qu'il y ait le minimum de micros branchés. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, de l'habitat participatif, donc voilà, moi j'ai le sentiment qu'au Chulan, on vit vraiment très bien. Alors après, je ne cache pas qu'il y a des moments des fois difficiles et qu'il y a besoin, au niveau personnel, de savoir se remettre en question. Enfin, je trouve que c'est une manière de faire du cheminement personnel au quotidien, l'habitat participatif. Mais voilà, il ne faut pas s'imaginer que c'est la construction d'un bâti. Le monsieur là, il me disait construire un bâtiment avec mes voisins. Oui, oui, très bien, mais il faut vraiment voir qu'un habitat participatif, on construit un bâtiment et on construit un collectif et qu'il faut vraiment faire les deux en parallèle et vraiment soigner le collectif parce qu'une fois qu'on vit ensemble, c'est pas parce qu'on a galéré à construire le bâti que derrière, ça va fonctionner de manière magique. Et en fait, un habitat participatif qui ne fonctionne pas, ça peut être assez l'horreur en fait. Parce que du coup, si vous n'entendez pas avec vos voisins, ça peut être assez terrible. Donc voilà, il faut vraiment soigner ces deux choses-là. Puis, Gaëlle nous dit qu'elle vient d'acheter ton livre. Donc du coup, tu pourras mettre du gruyère dans les pâtes ce soir. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, comme on a fait, on est à peu près dans le format habituel d'1 heure, on va pouvoir arrêter éventuellement là, si ce n'est que j'enverrai à tous les gens qui étaient inscrits, qui aient participé ou qui regardent le replay plus tard, donc le lien vers la fiche de site, donc le lien vers le webinaire dès qu'il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Ça devrait être fait assez rapidement. Et puis, pour les gens que ça intéresse, donc les 2 jeudis qui suivent, ça sera sur de la copropriété. En tout cas, voilà, on est bien content d'avoir démarré ce cycle de visio de Réno, puisque moi, c'est la première fois qu'on est amené, vu les circonstances, à faire des événements dématérialisés sous cette forme-là. On avait tenté les conférences, on se disait que ce n'était pas forcément gagné pour les visites. Et puis, en fait, finalement, l'outil s'y prête bien. Nos intervenants ont été bien choisis. Leurs projets sont très intéressants. Donc, en tout cas, je te remercie encore, Audrey, d'avoir répondu présente à cette soirée. Si je peux faire un petit signal. Vas-y. Ça me plairait de savoir, un petit peu comme quand on termine une réunion dans un habitat participatif, on fait un tour de clôture. Alors, ça va peut-être être long si tout le monde le fait, mais ce que je vous propose, c'est de vous montrer un des petits outils que j'utilise qui s'appelle un ressentimètre. Et voilà, de trouver en fait le mot juste pour voir comment vous vous sentez en vous et de le partager soit en chat, soit ouvrir votre micro et le dire. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire que je me sens enthousiaste et passionnée. Je te laisse lire, Sylvain, s'il y a des commentaires. Pleine de gratitude. Puis d'ailleurs, ça m'intéresse qu'on ait un peu de retour effectivement sur le chat, parce que comme ça m'évitera de vous envoyer une évaluation. Et comme on peut directement avoir une copie du chat, ça peut effectivement nous permettre de faire ça sans faire une évaluation un peu formelle. Alors, nous avons aussi des gens qui sont curieux, des gens qui sont sur l'énergie, le rêve, l'enthousiasme. Visiblement, tu n'as déprimé personne, tu as mis personne en colère. C'est déjà pas mal. Ils sont partis, ceux qui étaient en colère. Il y en a d'autres qui arrivent très bien. Non, les gens ne sont pas tellement partis. Optimistes, curieux. Curieux et admiratif, parce qu'effectivement, mine de rien, ça ne doit quand même pas être facile tous les jours. Mais c'est bien de voir qu'au bout de 8 ans, effectivement, ça roule encore, comme au premier jour. Même beaucoup mieux, en fait. Beaucoup mieux.
Parce qu'effectivement, il y a la phase travaux, mais c'est autre chose. En fait, une fois que les travaux sont finis, il faut vivre ensemble, il faut se supporter. Alors, une question que j'avais, moi, c'était sur les enfants. Ils sont scolarisés sur la commune même? Parce que tu parlais du véhicule. Mm. Non, ils sont en école Montessori dans le village d'à côté, enfin, la plus grosse ville à côté, c'est-à-dire Neuville-sur-Saône. D'accord, c'est pour ça qu'effectivement, ça rend l'usage d'un véhicule. Oui. Okay. Et ben, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va pouvoir clore le webinaire. Bon, vraiment, je te remercie encore, Audrey, d'avoir participé. Je remercie aussi les participants qui nous ont rejoints ce soir. On sait qu'il y en a beaucoup qui regarderont en replay aussi. Donc, de toute façon, il ne faut pas hésiter à nous contacter au niveau de l'espace Info Énergie, soit pour une mise en relation, soit pour des informations, des adresses, des choses comme ça en lien avec l'habitat participatif et pas partagé. J'ai réussi à imprimer. Et en tout cas, ben, voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à très bientôt.